Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir à l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza, les experts automoto de la bande AJM. On peut vous applaudir bien fort. Merci de venir dans cette émission, c'est un plaisir de vous recevoir. Et mesdames et messieurs, dorénavant, tous les 15 jours, vous pouvez le mardi soir à l'Arrobase dîner avec Orlan. On peut l'applaudir bien fort. La diva du zouk. Éléonore Théodose. Si vous le désirez, et heureusement que son chéri n'est pas là, vous pouvez dîner avec Andrea Tufano, avec Vanny Lemouliec, avec Yona Namrit et avec Jimmy Tomer. Il est là. Bonsoir à tous. Avec Éric Rouget également, qui est là en intermittence une fois tous les 15 jours. Et si vous aimez les anciens mannequins, hommes, beaux, intelligents et célibataires, alors vous pourrez dîner avec JM de la bande AJM, évidemment. Mince, musclé, j'ai oublié de dire mince et musclé. T'es d'accord, Éléonore, ou pas? Oui, chevelu en plus. Chevelu, voilà, bien sûr, chevelu. Ça, tout le monde le savait. En tout cas, eh bien, moi, je voulais vous dire que le grand talk-show automoto et des nouvelles mobilités s'installe donc à l'Arrobase. Merci au Casino Batelière Plaza, merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous faire confiance. Notre émission ne change pas, elle persiste et signe dans son concept de recevoir et donc de présenter, si tu es d'accord, Andrea, tous les gens qui composent la société martiniquaise, ses artistes, ses écrivains, ses journalistes, ses chefs d'entreprise, ses talents divers et variés, pour parler, agir et parfois changer notre approche du monde qui nous entoure et le rendre meilleur. Je me tourne toujours vers Orlan à chaque fois que je dis cette phrase. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Tu es charmant. Ouais, c'est vrai. Vraiment, tous les jours, je me félicite d'avoir accepté d'être de cette équipe merveilleuse. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette émission est produite par gtmac.fr. Elle est diffusée tous les vendredis soirs, je vous le rappelle, à 19h sur Maxi Martinique et RMC Antilles et en simultané vidéo sur gtmac.fr. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Speedy Martinique, merci à Joe Magazine. Enfin, merci à toute l'équipe de l'Arrobase de proposer ce dîner-spectacle tous les 15 jours avec la bande AJM. Ce soir, mesdames et messieurs, si vous êtes d'accord, je reçois, donc JM, finalement, on reçoit Guy Vadeleu, auteur, compositeur, interprète, le représentant, on peut le dire, officiel de la musique pays. Il est là, il est avec nous, il est en train de dîner avec sa charmante femme. Il nous chantera tout à l'heure, d'ailleurs, et il chantera pour notre public de l'Arrobase. Dommage si vous n'avez pas réservé ce soir pour cet enregistrement d'émission. On va l'appeler dans un instant. Elle est la diva du zouk, notre diva du zouk. Elle a chanté pour notre public ici. Nous parlerons avec Orlan, aussi chroniqueuse dans cette émission. Nous parlerons bien un petit peu de sa carrière tout à l'heure, comme ça on verra où c'est qu'elle en est. Surtout qu'elle bouge un petit peu en ce moment. Elle est un peu de partout. Hein. On l'a vu en Afrique, on l'a vu de partout. Enfin, moi, je la vois souvent sur Facebook, mais... Oui, c'est vrai. En ce moment, toi, enfin bon, là, je me suis posée un petit peu, ça fait du bien aussi. Bon, mais tu reviens de voyage en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Tu as bougé quand même beaucoup. Andrea Tufano recevra Jean-Yann Litardier de Mekabam. Il viendra nous parler de bornes électriques, de Wellbox, disponible dans son magasin auto. Donc vous voyez qu'on est allé sur la transition énergétique, hein, on l'avait dit, on le fait. Enfin, Éléonore Théodose recevra Daniel Montpelat, chargé de mission 2 roues motorisées. Monsieur Moto, finalement, de la Martinique, hein, pour le département. Voilà. C'est pas sa première en plus parmi nous, il fait partie de la famille. Ah non, c'est un habitué. Hein. On peut dire que c'est un habitué. Mais ça faisait un petit moment, donc c'est une petite piqûre de rappel et surtout un bilan pour 2023. Alors, justement, c'est peut-être pas le lieu, c'est peut-être pas le moment, mais on va le faire quand même, parce que c'est important d'avoir ce fameux bilan sur la moto 2023. Parce qu'on ne va pas parler que de bonnes choses, je suppose. Non, évidemment. Et puis, ouais. Si, finalement, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. Y a-t-il eu des évolutions ou pas? Et si elles sont positives, comment faire perdurer ces efforts? Et surtout, oui, Jean-Marc. Oui, non, je voulais juste faire un petit signe à notre ami qui laisse sa place simplement à Guy Vadeleu, s'il veut bien se lever, notre ami Jimmy, prendre son téléphone. Merci beaucoup, Jimmy. Non, mais Jimmy, normalement, il mange à cette heure-là. Non, c'est pas vrai. Alors, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Je pense aux auditeurs qui ne comprennent pas pourquoi on coupe les phrases en plein milieu. C'est parce qu'en fait, on a Jean-Marc qui fait des signes, et comme on est en arc de cercle, on ne comprend pas toujours ce qu'il veut dire. Surtout, exactement. On ne voit pas. Exactement. Donc, venez nous voir en direct, vous comprendrez mieux pourquoi maintenant on est... Jimmy, si tu voulais bien te lever, s'il te plaît, pour laisser ta place, ça serait trop gentil de ta part. À le faire. En tout cas, on est d'accord avec toi, Éléonore, quoi qu'il arrive, et on sera content de recevoir donc Dan.
Ouais, Dan. On peut l'appeler Dan. Oui, on peut l'appeler Dan. Voilà. Si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs qui dînez avec nous dans cette émission, on appelle Guy Vadleux. Il arrive, vous pouvez demander vraiment un applaudissement pour cette personne qu'on a déjà reçue dans l'émission avec un grand plaisir et qu'on reçoit encore dans cette émission. Dans une vingtaine de minutes, il nous fera le plaisir d'interpréter son dernier titre. Bonsoir Guy. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bien installé, c'est bon? Ok, nous aussi. Bon, c'est un nouveau concept, de regarder les gens manger, ça fait bizarre. Hein. C'est bien, C'est le spectacle. cette formule n'est pas mal, quoi. Voilà, c'est très nouveau. Effectivement, c'est vrai, on a un public devant, ça c'est super. La différence, c'est que les gens mangent et puis nous, on n'a rien, quoi. Voilà, exactement. On peut le voir comme ça. En tout cas, c'est la première fois en Martinique, effectivement, qu'on propose une émission en semi-live, finalement, où on peut participer. Finalement, c'est un petit peu interactif avant, il faut le savoir. Hein. On parle avec les gens un petit peu avant l'émission, puis après, on se lance véritablement dans cette émission. Alors, Guy Vadleux, on t'a reçu, on va te parler un petit peu d'automoto tout à l'heure, parce qu'on va savoir comment toi, tu vois un peu cette transition énergétique, avec quoi tu roules peut-être, etc. Mais avant ça, j'ai eu la très belle et très bonne surprise, comme tous les Martiniquais, de voir que ton travail a été récompensé, puisque la SACEM, au mois de mai dernier, t'a récompensé d'une médaille pour tes 50 années sociétaires. Oui, c'est à vrai. La SACEM. Oui, au mois de mai, effectivement, j'ai eu la médaille. La SACEM m'a fait venir en métropole pour me remettre la médaille des 50 ans de carrière, quoi, de sociétaire. Mais aussi, il faut savoir que depuis 1992, en 1992, je suis sociétaire définitif de la SACEM. Alors ça veut dire quoi ça, sociétaire définitif? Ça veut dire que c'est par rapport à tout le travail qu'on a fait. Il y a une certaine continuité dans tout ce qu'on fait. Puis aussi, il y a un nombre de droits qu'on génère, un nombre de droits d'auteur. Et puis voilà quoi. Puis les 50 ans de carrière, ça a été quelque chose de formidable puisque je me suis retrouvé avec quand même des grands compositeurs là-bas. Et puis, en Martinique aussi, j'ai eu 5 prix SACEM en Martinique aussi. Oui. En quelque sorte, ça va, quoi. Alors, on peut dire que tu es surnommé le roi de la mazouk. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi. Non, mais oui, mais c'est ce qui se dit en tout cas dans les milieux autorisés. C'est vrai, on m'a toujours surnommé ce petit nom, le roi de la mazouk, parce que c'est une musique, c'est la musique de chez nous. C'est la musique de base du pays et que j'apprécie particulièrement. Et moi, j'ai travaillé au manoir avec des fervents défenseurs de cette musique, la tradition, Pierre Racine et Barel Copette. Et c'est de là que j'ai eu l'amour pour cette musique. Parce que quand j'ai démarré, j'ai commencé, j'aimais tout ce qui était compas. Oui, au départ. C'est vrai parce qu'il faut savoir que la musique, le compas, c'est une musique ça fait des décennies que si tu veux que c'est dans la Caraïbe, c'est le compas, effectivement. On n'avait que ça. Mais aussi, quand je suis entré au manoir, puisque j'ai eu la chance de travailler avec aussi Simon Girard, quand j'ai débuté au Piazza 78, j'ai fait peut-être Jean-Philippe Martelly, toute cette bande-là. J'ai eu l'occasion de faire 4 vinyles avec eux. Et après ça, quand je suis entré au manoir, j'ai apprécié vraiment la musique du pays, que j'aimais déjà d'ailleurs. Et voilà, et puis depuis, je me suis mis là-dedans, quoi. Voilà. Alors, tu perpétues véritablement l'histoire de l'île, finalement, quelque part, à travers sa partie musicale, parce que dans la partie musicale, il y a des paroles, évidemment. Et donc, finalement, c'est que du sociétal, tout ça. Tu es vraiment dans le domaine sociétal, tu es intégré véritablement au fourmillement artistique. Orlane en fait partie. Oui. De l'île, de la Caraïbe plus généralement. Et Orlane maintenant, c'est une Martiniquaise. Hein? Depuis des années qu'elle est là avec nous. C'est vrai, Orlane? Oui, c'est vrai que j'ai un amour particulier pour la Martinique, c'est sûr. Elle est très attachante, la Martinique. Alors, Biguine, mazurka, compas, jazz, salsa, merengue. Tu passes en revue vraiment tous les genres musicaux finalement. Oui, il faut savoir que moi j'ai 2 groupes. J'ai un groupe traditionnel. Pourquoi? Parce que moi j'avais envie de monter un groupe traditionnel pour jouer uniquement de la musique traditionnelle, la musique traditionnelle du pays. Par exemple, comme je disais, Stelio, Alfonso, tous ces grands compositeurs qui nous ont laissé quand même je dirais des chefs-d'œuvre, quoi. Et j'avais envie de monter un groupe comme ça qui joue uniquement cette musique-là. Et j'ai un autre groupe. On joue une musique plus éclectique, quoi, qui veut toute la musique de la Caraïbe, qui est Casino, qui joue de tout, quoi. Qui joue de tout, ça dépend par rapport à la soirée que j'ai, par rapport à la demande, quoi. Voilà. Alors,
Justement, j'ai envie de te dire, tu fais partie, tu es dans la Caraïbe, on vient de le dire, tu es, on va dire, le représentant véritablement, et c'est vrai que tout le monde le pense comme ça, tu es vraiment le représentant de cette musique traditionnelle, tu es donc intégré vraiment dans la Caraïbe, mais ça ne t'empêche pas de faire partie du monde, et tu nous sors un titre qui s'appelle « La vie a changé ». Alors je me tourne vers le public, est-ce que vous pensez que la vie a changé? Sûrement. Depuis quelques années, la vie change véritablement, les gens changent, la société change. Alors, la vie a changé, ça vient d'où et pourquoi? La vie a changé parce qu'effectivement, la vie a vraiment changé comparativement à avant. Et je pense que de plus en plus que ça ira, ça ira un peu, je ne sais pas, je souhaite que ça ira mieux, mais quand on regarde bien tous les problèmes qu'il y a un petit peu partout dans le monde, et c'est pour cette raison que j'ai eu cette idée, cette inspiration m'est venue que la vie a changé, et la vie a changé, quoi, ça a vraiment changé. Je ne sais pas, ça a changé pour tout le monde, mais ça a vraiment changé. Pas pour vous peut-être, hein, pas en face. Hein. Alors Guy, il y a un aspect qu'on ne connaît pas forcément, parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup dans des spectacles magnifiques avec la musique traditionnelle et tout, mais je crois qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui savent quel guitariste tu es. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir à une ou deux reprises, et j'étais quand même assez épatée de ton niveau de guitariste. Ça on ne le sait pas. Et oui, c'est vraiment quelqu'un qui a une haute technicité dans le jeu de la guitare, beaucoup de goût, beaucoup de créativité. Et je crois que c'est la peine de le dire, parce que c'est vrai qu'en Martinique, on ne s'imagine pas en fait que quelqu'un qui défend de la musique traditionnelle comme ça ait autant travaillé son instrument aussi. Et je te remercie, effectivement. C'est vrai qu'il faut savoir que moi, j'ai commencé par la guitare. Ouais. Il y a des gens qui ne savent pas, parce que les gens me voient toujours avec le trombone. Mais j'ai commencé par la guitare, avec mon ami Julien Tarquin, qui est dans la compagnie créole. On était amis d'enfance. Et lui, c'est lui qui m'a montré mes premiers accords. Souvent, je raconte cette anecdote, parce que c'est très important pour moi de raconter ça, de dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et effectivement, il m'a montré les premiers accords. Et quelques mois après, il a vu que j'étais beaucoup plus avancé, que j'étais vraiment plus doué concernant la guitare. Et il m'a dit, bon, non, mais nous sommes copains, finalement, je vais me mettre à la basse. Et il s'est mis à la basse, effectivement. Et c'est parti comme ça. Et on a continué à deux. Il était bassiste, j'étais guitariste, on jouait dans les mêmes groupes. Et puis à un certain moment, il est entré au manoir en tant que bassiste. Et moi, je suis resté, j'ai monté un quintet où je suis entré à l'hôtel Hilton. C'était l'hôtel Hilton, c'est l'hôtel Batelière. Actuellement, c'était l'hôtel Hilton dans le temps. Et c'est parti comme ça, je suis guitariste. Et quand Julien, j'ai remarqué que le bassiste, un orchestre, tu ne peux pas avoir un orchestre si tu n'as pas de bassiste. Il faut un bassiste dans un orchestre. Si tu es un pianiste, tu n'es pas obligé de voir le guitariste, mais un bassiste, il faut un bassiste. Ouais. Alors, quand effectivement, j'ai remarqué ça, Julien, on l'a appelé aussi pour le service militaire. C'est à ce moment-là, je lui ai dit de me donner sa place au manoir en tant que bassiste. Mais moi, je ne suis pas bassiste, je suis guitariste. Et je n'avais jamais touché une basse. Hein. Excellent. Et j'ai eu le culot oui, c'est vrai, parce que le manoir, il faut savoir que le manoir, c'était une boîte c'était le fief de la tradition. De la tradition, ouais. C'était une boîte du lundi au samedi, c'était rempli. Et puis il y avait les attractions, des stripteaseuses, d'un chanteur en attraction. C'est quelque chose, vraiment, c'était là où on retrouvait la crème de Fort-de-France. Tout le monde venait là. Effectivement, quand on a appelé pour le service militaire, il a dit au patron qu'il va se faire remplacer par par un ami qui est bassiste. Mais je n'étais pas bassiste. Et je suis allé chez Doudou Deps, qui avait un magasin, tu n'étais pas encore en Martinique, à la rue Zambéa, là où se trouve Desfontis. Non, mais j'ai connu, oui. Tu as connu? Oui. J'ai eu le temps de connaître. Tu es né ici, c'est pas possible. Presque. Et puis, effectivement, je me suis acheté une guitare basse et un ampli un lundi. Ça s'est passé un lundi soir. Et je suis venu entrer au manoir avec l'instrument. Et je n'étais pas bassiste. Incroyable. Alors, mais absolument, je voulais ce travail parce que il y avait quand même une sécurité d'emploi là. Bien sûr. Il y avait tous les soirs on jouait, sauf le dimanche. Il y avait une fiche de salaire. Il y avait un salaire chaque semaine. Bon, c'est ça qui m'intéressait, quoi. Bien sûr. Alors je me suis dit effectivement, je vais pour rien vous cacher, la première semaine a été quand même la première nuit, quoi, une catastrophe. Ah oui, la catastrophe. Parce que. Mais comment tu as sauvé ton contrat alors? Au fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a sauvé, c'est que c'est vrai que il joue beaucoup de musique traditionnelle. Quand tu es guitariste, tu peux jouer un peu de basse.
Mais si tu es bassiste, tu dois apprendre à jouer de la guitare. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un peu l'histoire de la boîte automatique et de la boîte manuelle. Voilà, exactement. Voilà. Comme je suis guitariste, j'ai pu jouer un peu de basse, et puis je travaille un peu. Enfin, je me suis un peu débrouillé quand même. Tout ce qui est tradition. Mais au Manoir, c'est un endroit où on jouait beaucoup de grands classiques américains, des standards, comme Misty, Tenderly, All of Me, tous ces morceaux-là. Bon, tous ces morceaux-là, je ne suivais pas, ça c'est sûr. Ouais. Bon, je ne faisais pas l'affaire, c'est sûr. Mais au moment de l'attraction, il y a un titre qu'on joue, Tech 5. Je ne sais pas si vous connaissez Tech 5. Alors, tu connais Tech 5? Moi non. Tech 5, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tam 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 tam. Alors ça, il faut vraiment connaître. Effectivement, quand Barrel m'a dit Tech 5, Mi, effectivement, je suis resté dans Mi, et les autres accords, rien du tout. Je suis dans le canal, je n'arrive pas à sortir. Et après, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la soirée, comme effectivement, il y avait la scène ici, on a le bar est là, et tout près comme ça. Et j'entends le patron qui lui dit, ah non, il ne fait pas l'affaire. Il ne fait pas l'affaire, oh machin. J'ai dit, merde. Alors je me suis dit, Seigneur, si ils font le malheur de me laisser 15 jours, ça va. Effectivement, et c'est Barrel qui est venu à mon secours, qui dit à Racine, je l'entends qu'il dit Racine, mais comme c'est son premier jour, bon, on lui donne sa chance, on verra bien. Ouais, on verra bien. Et finalement, j'étais pas bon, je suis resté 10 ans. Oh là là, incroyable. Alors, il y a autre chose qui vous caractérise. Alors, on parlait de la guitare, du don, et puis il y a aussi le sens de la famille et de la transmission. Et j'ai notamment été très émue quand j'ai lu dans la presse, suite à votre distinction qu'on a évoquée en début d'interview, la réaction de votre épouse qui disait que c'est aussi un travail d'équipe. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. L'importance des personnes qui sont derrière, qui vous portent, qui aussi sont un peu dans le sacrificiel, parce que être avec un artiste, avec un passionné, un sportif, je peux imaginer, où à partir de ce moment-là, il faut aussi donner l'énergie, tolérer beaucoup de choses, assouplir, être là lorsqu'il y a des petits moments down. Et puis je sais aussi que dans votre descendance, il y a des personnes qui aiment beaucoup jouer des instruments et transmettre aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, c'est vrai, c'est une question de famille. Bon, ma femme, elle s'occupe un petit peu des spectacles, tout ce qui est spectacle. Moi-même, je suis le premier surpris à voir le travail qu'elle fait, qu'elle arrive à faire à ce niveau-là, parce que ce n'est pas du tout son métier. C'est carrément l'opposé. Ma femme, elle est infirmière de métier. Bon. Et elle est là, on peut l'applaudir. On va bien fort. On lui a serré la main tout à l'heure. Et vous aurez l'occasion de voir effectivement le monde, parce qu'il y aura une soirée spéciale Vadeleu vendredi soir à Martinique Première, parce que j'ai signé avec France Télévisions mon dernier spectacle, mais il y aura aussi l'émission Ziétage avant, avec Polo, suivi du spectacle. On va en parler, ne t'inquiète pas, on va en parler. Hein. D'accord. Voilà. Alors, au fait, c'est ma femme qui s'occupe de tout ce qui est spectacle, et mon fils qui est pianiste. Bien sûr. Mon fils Judimant, qui est pianiste, qui s'occupe de la direction musicale. Et qui sera bientôt en spectacle aussi. Oui, il sera bientôt à la Triomphe, au Festival de Jazz. Voilà. C'est important de le dire. Guy, l'heure tourne malheureusement, donc tu vas interpréter ton titre dans un petit moment. Donc on rappelle ce que tu venais de dire à l'instant qui est très importante, c'est qu'il y a une soirée spéciale qui t'est dédiée effectivement. C'est l'émission Zietag qui aura lieu donc le 24 octobre, c'est-à-dire le soir de cette émission, puisque nous enregistrons le mardi. Oui. Ce soir donc, juste après l'émission que vous allez entendre sur Maxi et RMC, vous pouvez aller sur Martinique Première parce que vous avez le spectacle qui démarre, qui commence, l'émission qui commence. C'est juste génial. C'est hommage. La journée. C'est un spectacle effectivement que j'ai dédié à Jackie Bernard. D'accord. À Jackie Bernard, mon dernier spectacle, c'est super musicien, chef d'orchestre du groupe Falfret, que ça fait depuis des années que je travaille avec lui. Et c'est lui, avec lui, j'ai réalisé des grands succès comme Mazouk Popouri, Paladje Mazouk, beaucoup de succès. Ouais. Et puis, on a eu le temps de travailler sur mon dernier titre, juste avant qu'il parte, qu'il nous laisse. Oui. Et la vie a changé, le morceau que je vais interpréter. C'est vrai que je suis très, très live, je ne suis pas très playback. Exceptionnellement, ce soir, je fais ça. C'est sûr. Merci beaucoup. Non, mais tu fais ça. Non, toi aussi. C'est le sacrifice. Tu sais très bien, c'est presque un sacrifice. Un exercice qui n'est pas simple, effectivement. Parce qu'effectivement, Hollande fait ça très bien quand même. Oui, j'étais formé. C'est vrai, mais moi, je ne fais pas tellement de playback, mais nous sommes là, nous sommes entre amis. Oui, voilà, on va faire de toute façon une petite chanson. Le principal, c'est d'écouter le titre, la vie a changé finalement. Mais c'est un spectacle que j'ai dédié à Jackie.
et qui nous a laissé brutalement. J'ai travaillé juste 1 mois et demi avant. Ouais. Et il nous a laissé brusquement. Il n'a même pas eu le temps d'entendre vraiment la chanson. C'est ça. Alors, on rappelle que dans cette émission, Zietag, ça va te permettre de parler un petit peu de toi, de ta carrière, etc. Mais que tout de suite derrière, bien sûr, il y a le grand spectacle que tu avais fait à l'Atrium en janvier dernier. Et c'est ça qui est mis à l'honneur finalement. Voilà. Hein, on est d'accord. Et j'ai fait, pour interpréter les chansons de Jackie, j'ai demandé à Ralph, j'ai fait venir Ralph Tamar. C'est Ralph Tamar qu'on a reçu aussi. C'est lui qui interprète les chansons de Jackie. Oui. Et aussi j'ai pris la section violon de Malavoie. D'accord. Malavoie, C'est juste j'ai génial. invité aussi le pianiste parce que ça m'a arrangé dans la mesure où, comme on a beaucoup de chansons à travailler, parce que Guy Marc a déjà un nombre de chansons, tandis que le pianiste est là, les violonistes sont là. Surtout que cette chanson, la chanson que j'interprète là, pas cette chanson-là, mais j'ai interprété une chanson, j'ai composé une chanson pour le groupe Malavoie, L'Enfant Roi. D'accord. L'Enfant Roi, et c'est Ralph Tamar qui interprète cette chanson. D'accord. Et la chanson de Jackie, c'est lui il interprète aussi la chanson de Jackie. À l'origine, c'est lui qui avait interprété ces chansons. Okay. Alors, comme Malavoie connaissait déjà, alors j'ai venu la section violon, comme ça c'était beaucoup plus facile pour nous. Alors, mesdames et messieurs, je demande d'applaudir Guy Vadleux, si vous êtes d'accord. Merci à lui. Simplement une question avant que tu ailles chanter. Donc tu roules avec quoi? La transition énergétique, les voitures électriques, ça te parle ou pas? Je n'ai pas bien entendu. Je disais les voitures électriques, potentiellement, ça te parle ou pas? La voiture électrique. On a trouvé la voiture électrique. La voiture électrique. La voiture électrique. Voilà. C'est vrai qu'on a un petit problème de retour ici. Oui, parce que voilà. Ouais. La voiture électrique, bon, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. C'est vrai que j'entends qu'effectivement... Au fait, on dit que... Je pense que si, effectivement, moi, je n'ai pas de voiture électrique, mais je pense que la prochaine voiture que je vais acheter, je serai obligé d'acheter une voiture électrique. Hybride ou électrique. Soit hybride ou électrique. Oui. Mais je pense qu'il y a une raison, si effectivement c'est pour sauver la nature, si c'est pour ça, bon, ben, je suis prêt, je suis partant. Quoi. Tu es quand même partant pour ce. Ah oui, je suis partant, il n'y a pas de problème. Faire ta transition énergétique. Ah oui, il n'y a pas de problème. Bon, eh ben, écoute, on est ravis de le savoir. On te remercie d'être venu dans cette émission une seconde fois, qui viendra sans doute une troisième, tu verras pourquoi un peu plus tard. Ouais. On est très heureux eh bien, de t'écouter pendant la pause publicitaire qu'on a pour les auditeurs de Maxi Martinique. Mais les gens qui dînent avec nous vont pouvoir entendre ton titre, donc La vie a changé, avec un grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est encore. Moi qui vous remercie. Merci. On fait la pause pub, à très vite. Et un bon appétit. Merci. À vous. Vous êtes de retour à l'Arrobase, le restaurant qui se situe au Casino Batelière Plaza. Vous êtes avec les experts automoto de la bande AGM, qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Allez, on est content de se retrouver dans cette émission, c'est trop génial. On était bien avec Guy Vadleux, on était bien. On était bien, mais on est aussi de retour avec notre équipe. Un mardi sur deux, venez dîner à l'Arrobase avec Orlan, la diva du zouk. Bravo Orlan. Éléonore Théodose, qui est parmi nous ce soir. Yes. Vanille Le Mouliec à ma gauche, Yona Namrit, Jimmy Tomer et bien évidemment JM de la bande AJM. Merci. Et Andrea Tufano, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Andrea. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est bien, j'entends toutes les belles voix. Joyeux anniversaire, Andrea. Joyeux anniversaire. On fait du bruit pour Andrea. Franchement. Bravo encore. Merci à tous. Mais ce soir, je remercie particulièrement toute l'équipe de l'Arrobase qui nous reçoit ce soir. Et surtout, merci à nos précieux partenaires, Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique et merci à Jo Magazine. Merci à tous ces partenaires. Sans eux, nous n'existerions pas, c'est certain. Alors, qui fournit le champagne pour ton anniversaire, Andrea? C'est Jean-Marc. Il y a le moi, blanc de blanc. C'est moi, bah oui.
Alors, eh bien, nous sommes heureux justement de laisser la parole à Andrea Tufano qui reçoit ce soir Jean-Yann Litardier de Mekabam. Mekabam bien connu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. C'est ça. Bienvenue dans cette émission. Et vous venez nous parler tous les deux de bornes électriques. Justement, ça tombe bien parce qu'on en parlait, de Exactement. Wellbox. Et finalement, de faire la différence justement entre des bornes classiques et la Wellbox, ou la simple prise ou la prise renforcée par rapport à la Wellbox, je suppose. C'est ça. Wellbox disponible chez Mekabam. Je laisse la parole à Andrea. Voilà, bien sûr. Donc, merci Jean-Yann. Donc, Jean-Yann Litardier est parmi nous ce soir à la radio. Donc, pour présenter brièvement Jean-Yann, c'est un technico-commercial de chez Mekabam, un centre que l'on connaît plutôt bien ici en Martinique. C'est une entreprise qui est là depuis 2009 et qui propose de l'outillage et des équipements destinés aux professionnels, mais également aux particuliers. Jean-Yann est en charge justement des établissements scolaires sur l'île, mais pas que, car il s'occupe surtout du développement des bornes de recharge Wallbox ici en Martinique. Donc justement, Jean-Yann, une première question concernant ces Wallbox. Qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en quoi cette borne de recharge ? Alors, bonsoir à tous. Donc, elle m'a bien présenté déjà, d'une part. Alors, les bornes. Alors, aujourd'hui, nous avons sur l'île des véhicules électriques. Donc, souvent... Merci. Donc, souvent, les concessionnaires proposent des véhicules électriques, mais souvent, le client, il n'a pas forcément, si vous voulez... Accès à une borne, tu veux dire ? À une borne à l'extérieur. Donc, souvent, nous, ce qu'on fait, on propose aux clients une borne de recharge de façon à ce qu'il charge son véhicule le plus rapidement que possible, en tout cas. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais vraiment savoir pour justement nos auditeurs qu'ils comprennent vraiment pourquoi contacter Mekabam et pourquoi contacter Wallbox. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on achète un véhicule, la concession nous propose directement une installation de borne. Donc pourquoi refuser cette installation et passer directement par Wallbox ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous achetez un véhicule dans une concession, on ne vous propose pas forcément la borne. Souvent, ils se contentent de mettre un câble dans le coffre du véhicule ou sinon le chargeur domestique. Le chargeur domestique, il faut savoir qu'un véhicule, de manière générale, avec un chargeur domestique, si le véhicule a une charge de 40% à la maison, il faut compter entre 10 et 15 heures de charge avec la prise domestique. Donc nous, ce qu'on fait, on propose les bornes. Donc la recharge, elle est beaucoup plus rapide. Approximativement, de manière générale, une charge de véhicule, il faut compter entre 5 et 6 heures avec les bornes. Nos bornes, elles sont connectées. Donc, personnellement, j'installe beaucoup plus de bornes pour des professionnels, donc des clients qui ont des flottes de véhicules, qui ont des commerciaux. Donc, en fait, ce sont des professionnels en fait, qui veulent, si vous voulez, avoir un retour pour savoir qui a consommé quoi à la fin du mois, en fait. Donc du coup, les commerciaux, ils ont une carte, ils viennent badger leur carte sous la borne et à la fin du mois, le directeur, en tout cas, il sait qui a consommé quoi, qu'est-ce que ça va lui coûter sur sa facture électrique et voilà. D'accord, très bien. Alors moi, j'aimerais vraiment comprendre quel est l'avantage numéro 1. C'est quoi son avantage numéro 1 pour le temps de charge. Son temps de charge. Le temps de charge. Qui est compétitif sur le marché par rapport à ce que l'on trouve actuellement en termes de bornes de recharge. De toute façon, ça reste une borne, hein, que ce soit la mienne ou un concurrent, une borne reste une borne. Maintenant, ce qui fait la différence, ce sont les connectivités. Il y a des bornes qui vont uniquement charger un véhicule. Mes bornes, alors elles sont en monophasé ou en triphasé. Mes bornes, on a une remontée instantanée sur la consommation électrique, sur le coût que ça a sur la facture EDF et le temps de session de charge. D'accord. En gros, c'est ça. Alors maintenant, quelle est sa durée de vie ? Parce que c'est souvent aussi une question que se posent les particuliers. J'ai investi dans une borne, j'ai investi déjà dans un véhicule. La question déjà numéro 1, c'est combien de temps va durer la batterie du véhicule. Maintenant, quelle est la durée de vie, la longévité de cette borne ? Alors, nos bornes sont garanties 3 ans déjà. Ça fait 2 ans qu'on les commercialise. Ce serait mentir de vous dire que nous avons des retours de bornes. Après, l'avantage que nous avons, c'est qu'on a un superbe accompagnement de notre fournisseur qui, dès que la borne est en défaut, elle est immédiatement remplacée. Ça veut dire que le client ne reste pas sans borne.
il n'est pas en galère à déjà la borne à un certain coût. Il faut savoir qu'une borne installée chez un client, il faut compter approximativement 1 800 € minimum. Là, je parle de la borne et de l'installation, pas uniquement du prix de la borne. Donc, à ce prix-là, il faut qu'on ait une qualité de service irréprochable derrière, ce qu'on met en œuvre en ce moment. Donc, une borne chez un client défectueuse, elle est remplacée immédiatement. Et sur la durée de vie, j'ai envie de vous dire, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Nous sommes dans un pays tropical, ça dépend où la borne est située. Si elle est exposée au soleil, nos bornes sont résistantes à la chaleur et à l'eau. Maintenant, il faut savoir que nous sommes en Martinique et il y a les éléments à prendre en compte. Donc la durée de vie, je ne saurais vous dire. Ça fait 2 ans qu'on en vend. On n'a pas beaucoup de retours. On en a quand même. Mais je pense qu'une borne, 5, 6 ans, 7 ans peut-être, ça dépend, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre là. Il y a trop d'éléments à prendre en compte pour cela. Donc voilà. D'accord. Alors maintenant, d'un point de vue technique, comment on se la procure? On vient directement au magasin? Est-ce que c'est une borne qu'il faut précommander? Est-ce que vous nous fournissez directement les éléments pour l'installer sur place? Et vous pouvez, je pense aussi, annuler l'installation d'une borne si le domicile ne s'y prête pas. Parce que c'est ça aussi, on n'en parle pas aussi assez souvent. Beaucoup de personnes acceptent de passer à l'électrique, mais n'anticipent pas le fait qu'ils n'ont pas un domicile qui se prête à l'installation d'une borne. Alors, le combat que je mène depuis 2 ans, je me rapproche de quasiment toutes les concessions sur l'île pour essayer de leur proposer nos bornes. Je trouve qu'il serait plus logique aujourd'hui que lorsqu'un client achète un véhicule électrique en concession, qu'il ait logiquement sa borne. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le client achète son véhicule en concession. Il faut savoir que les véhicules électriques, je n'apprends rien à personne ici ce soir. Un véhicule électrique, il coûte très cher. Donc, quand le client achète son véhicule électrique et il vient chez nous à Mekabam pour faire installer sa borne, avec un peu de chance, si son tableau électrique est à côté de là où il installe la borne, avec un peu de chance, il sera aux alentours de 1 800 €. Mais j'ai déjà installé des bornes chez des clients où il y a 75 mètres de câble à tirer. Et là, on dépasse les 3 000 €. Le client, quelle réflexion qu'il me fait? Mais pourquoi la concession ne m'a pas proposé la borne? Donc, après, les concessions, le souci qu'ils ont, du retour que moi j'ai, c'est qu'ils ne veulent pas en fait prendre en charge le SAV des bornes. Donc, on mène ce combat depuis 2 ans. Ça s'est vraiment démocratisé. Il y en a qui jouent le jeu, d'autres non. Mais je pense qu'à l'avenir, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, donc c'est super, donc on apprend plein de choses ce soir. Moi je voulais juste pour éclairer un petit peu aussi les auditeurs qui nous écoutent, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens nous écoutent et qu'on donne généralement dans cette émission de la bonne information. Merci Léonore. Non, simplement rappeler quand même quelques bases, comme par exemple que recharger une Renault Zoé, d'accord, qui est une des voitures les plus connues en batterie électrique, avec une batterie justement de 50 kWh, ça met à peu près 17 heures sur une prise normale, sans compter les problèmes que pourrait poser l'installation électrique qui n'est pas toujours d'une super sécurité dans nos maisons ou nos appartements qui sont un petit peu anciens. Donc ça présente quand même quelques risques. Mais juste en comparatif, une Tesla sur une prise classique, ça mettra 20 heures, plus de 24 heures pour une Porsche Taycan par exemple. D'accord ? Donc c'est là qu'on voit tout l'intérêt. D'abord de mettre des prises renforcées. Si vous avez des véhicules électriques, n'hésitez pas à mettre des prises renforcées sur votre installation. C'est primordial si vous n'avez pas une borne de recharge particulière. Et puis, si vous voulez vraiment gagner du temps, c'est là que la Wellbox intervient, puisqu'on va pouvoir recharger certains véhicules électriques en presque pas de temps. C'est-à-dire en 20 minutes, 25 minutes, on peut récupérer quasiment 80% de charge sur certains modèles. Certains modèles, les superchargeurs. Voilà, les superchargeurs. Les superchargeurs, oui. Mais après, l'objectif de la Wellbox. Mais après, est-ce que ça ne dépend pas de la batterie qui est déjà installée sur le véhicule? Plus la batterie du véhicule sera grosse et plus la recharge sera longue au final. C'est ça. Après, comme JM m'a dit, il a pris un très bon exemple. Personnellement, je roule en Zoé, en véhicule de fonction. Quand je me branche au magasin, il faut savoir que quand je suis à 30%, en 3 heures de temps, mon véhicule il est à 100%. Après, je suis au magasin, c'est une installation en triphasé. Nos bornes, elles sont intelligentes. Ça veut dire que si le client met sa borne à la maison, le véhicule, de manière générale, en 220, une borne va délivrer 7,4 kW.
faut savoir qu'aujourd'hui, une maison individuelle ou un appartement, en moyenne, les compteurs, ils sont 9 kVA. Donc, quand le client rentre le soir, il branche son véhicule, s'il n'y a pas 7 kW de disponible, la borne, comme elle est intelligente, elle a un compteur MID intégré qui va dire au véhicule, attention, tu me demandes 7,4 kW, mais il n'y a que 2 de dispo. Donc, je vais te donner 2. Et au fur et à mesure, en fait, que le client, forcément, il va dormir, donc il va éteindre télé, etc., il y aura plus de jus qui seront délivrés au véhicule. Oui, ça, effectivement, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Marc, lorsqu'on avait reçu nos intervenants d'EDF, on a eu le directeur d'EDF qui était venu et il nous avait dit qu'effectivement, à un certain moment, lorsque la consommation baissait au cours de la nuit, donc nécessairement, ça permettait aux bornes de pouvoir délivrer plus de puissance afin de pouvoir recharger les véhicules. C'est une sorte de tri sélectif, on va dire, dans le rechargement, tout simplement pour économiser de l'énergie, par définition. En rappelant 2-3 informations importantes pour ceux qui ne le savent pas, parce que beaucoup me posent des questions, nous envoient des mails, Andrea le sait, pour nous poser la question de savoir, oui, mais à chaque fois, la question est toujours la même, c'est oui, mais vous me parlez de voitures électriques, mais en Martinique, on utilise du diesel pour produire de l'électricité. Oui, en partie, mais pas vraiment, parce qu'en fait, l'année dernière, donc en 2022, on a produit en Martinique 25% d'énergie verte, donc principalement avec des panneaux solaires. Cette énergie a été stockée par EDF et elle fournit les bornes des voitures électriques. Donc arrêtons avec ces fausses idées, parce que cette électricité verte, elle est vraiment dédiée aux véhicules électriques, hybrides et électriques, hybrides rechargeables et électriques. Eh bien, on a été super contents de recevoir Jean-Yann, mais je voulais te poser la question, toi personnellement, tu roules avec quoi ? Alors, aujourd'hui, je roule en Mercedes, j'ai une classe A. Voilà un homme de goût. Mais on arrive au grave. Un homme de goût. Un homme de goût. Tu vois ? Mais je suis entré de la vente et je pense que ma prochaine voiture, ce sera une électrique. Voilà. Alors, toi qui as l'expérience de terrain, toi qui vois les clients, alors quelle typologie de client aujourd'hui tu vois ? Quel est l'état d'esprit du client quand il va acheter un véhicule électrique et donc il a besoin d'une borne, tu les rencontres ? C'est ça. C'est qui ces clients-là ? C'est des ouvriers, c'est des artisans, c'est des patrons de société. Beaucoup de particuliers. C'est des cadres, des non-cadres. C'est-à-dire que la voiture électrique est chère encore. Je ne pourrais pas en fait les qualifier sur leur activité, on va dire. Mais on va dire que ce sont particulièrement des petits rouleurs. Des particuliers, pardon ? Des particuliers, mais ce sont des petits rouleurs. Des petits rouleurs. Voilà. Aujourd'hui, une infirmière libérale. Il y en a qui roulent en électrique, mais il y en a très peu. Elle a encore peur d'investir, tu veux dire ? Elle a encore peur d'investir dans l'investissement. Je ne pense pas que ce sera un souci pour ce secteur d'activité, mais ils roulent énormément. Donc ça fait que ils sont forcés de monter en gamme. Il leur faut beaucoup d'autonomie. Donc je vais dire, il y a un peu de tout. Et puis après, il y a un côté qui n'est pas négligeable, c'est le côté financier. Un plein sur ma Zoé, c'est 8,49 € que ça nous coûte sur la facture de mes cabanes. D'accord. Et j'ai 300 km d'autonomie. D'accord, ok. Donc, c'est pas négligeable. Mesdames et messieurs, je vous propose d'applaudir Jean-Yann Litardier de Mekabam. On peut l'applaudir bien fort. Merci d'être venu. C'était un exercice pas très simple. Avec plaisir. Mais ça nous a vraiment fait plaisir. Merci pour l'attente, parce qu'il y a eu un petit peu d'attente. Merci à Andrea Tufano. Bon anniversaire, Andrea. Merci, ça faisait longtemps, on l'avait oublié. Ah, ça faisait longtemps, t'avais presque oublié. Bravo pour cette chronique. On fait une petite pause publicitaire, on se retrouve dans un moment. Et vous êtes de retour à l'Arrobase, le restaurant qui se situe au Casino Batelière Plaza. Et oui, en fait, j'en perds mes mots, je suis trop émue. En fait, t'as déjà bu un canon. Du coup, je fais comme sans boire, elle a bu. Sans boire, tu vois, c'est déjà... C'est déjà ça, on a dit avec modération. Donc, Vous êtes avec les experts automoto de la bande AJM. Et venez avec nous un mardi sur 2, dîner à l'Arrobase, avec bien évidemment Orlan, notre diva du zouk, qu'on applaudit bien fort.
Éléonore Théodos, que l'on applaudit également bien fort, Vanille Lemouliec, Jimmy Thomer et Yona Namrit, bien évidemment. Bravo. JM de la bande à JM. Eh bien, merci à vous et Andrea Tufano, bien sûr. Forcément. Et surtout, merci à toute l'équipe de l'Arrobase qui nous reçoit ce soir en direct à l'Arrobase. Et merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy Martinique et merci à Joe Magazine. Il y a Yona qui hésite à venir. Yona, tu peux venir. Tu sais que tu es chroniqueuse, Yona. Tu peux venir. Tu remplaces Orlan qui s'est absenté un petit moment. On sait pourquoi. Et donc tu peux venir dans l'émission. Donc c'est à la Hawaï, hein, on fait ça tranquille. Allez hop, Yona. Tu nous manquais, on a besoin de toi. J'espère que c'est bon, hein, vous mangez bien. Donc on a nos invités qui dînent en face de nous, je le rappelle. Tous les 15 jours, vous pouvez venir. Donc, et surtout, on pense à ceux qui nous écoutent là, à la radio, qui sont peut-être dans les embouteillages ou qui vous partent en week-end, qui sait. Exactement. Et donc, on leur dit, arrêtez-vous au Casino Batelière Plaza à l'Arrobase. Le mardi, une fois tous les 15 jours. Trop bien la transition, trop forte. Allez, justement, je passe la parole à Éléonore Théodos qui va nous présenter Daniel Montpelat. Mais c'est qui ce Daniel Montpelat qu'on voit de partout? Oui, exactement. Alors, certains d'entre vous nourrissent peut-être le rêve d'un jour passer leur permis moto. Hein, je pense au public qui est devant nous ce soir. Et on a de la chance parce que j'ai le plaisir d'accueillir un professionnel des deux roues qui va nous rendre visite pour partager ses expériences, ses valeurs de motard et quelques conseils pour circuler sur une route plus sûre. Alors, il est respecté par ses pairs. Cet aventurier de l'asphalte est tombé dans la marmite des deux roues avant même que JM ne touche son premier micro ou que Jimmy ne dévore son premier beignet. C'est pour dire. Daniel Montpelat met ses compétences au service de l'intérêt général. Les gars, il faut suivre en faveur de la prévention routière. Alors, cascadeur à 16 heures, il n'hésite pas à mettre en scène ses accidents pour capter l'intérêt de son auditoire. Sa cape et son gilet, son épée et sa volonté, et son armure, son masque. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Daniel Montpelat. Bravo, monsieur Moto du département. Alors, salut Daniel, je te présentais en disant que tu n'étais pas un inconnu, tu es même un habitué. Je pense que d'ici quelques mois, tu deviendras même chroniqueur. Je connais le JM. Ouais, il adore recruter dans mes amis. Alors, si je t'ai invité ce soir, c'est parce que ça y est, on arrive en fin d'année et je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Bilan chiffré, bien sûr, bilan qualitatif, mais avant tout définir, parce que je parlais de chargé de mission deux roues motorisées. Peux-tu nous dire, en quelques mots, en quoi cela consiste ? Alors, c'est un titre bien pompeux, mais bon, en fait, dans la majorité des cas, on parle de monsieur moto. Tout simplement, je préfère ce terme-là. Le chargé de mission de roues motorisées, c'est le monsieur moto qui s'occupe de faire la liaison entre les services de l'État, qui est chargé de mettre en place des opérations sécurité routière spécifiques aux deux roues motorisées. Et puis, donc, je circule, je vais dans les établissements scolaires au devant du public pour distiller des messages de sécurité routière spécifiques aux deux roues motorisées. Alors ça demande une grande adaptation, hein. Tu parles de publics différents, que ce soit des publics empêchés, c'est-à-dire en incarcération, ou tout simplement des jeunes, jeunes en difficulté, jeunes scolarisés, ou même des entreprises, parce qu'il faut aussi parler du risque routier professionnel. Est-ce qu'il y a un public avec qui tu as plus d'appétence, avec qui le feeling passe mieux, ou à chaque fois ça va stimuler quelque chose, c'est toi qui te donne de l'énergie? Chaque public apporte quelque chose. Je travaille avec des prisonniers, je travaille avec des jeunes en difficulté. J'adore travailler également avec des jeunes, donc des scolaires, que ce soit du primaire au collège, voire plus. Donc chaque public m'enrichit, m'apporte quelque chose. Donc demain matin, par exemple, je vais travailler avec des prisonniers. Demain après-midi, je vais travailler avec des jeunes dans l'école que j'ai le plaisir de diriger. Et donc, ce qui fait que régulièrement, le matin, je peux être avec un public, l'après-midi avec un autre, le soir avec un autre, parce que je travaille également le soir. Et puis,
ça m'enrichit énormément. Alors j'évoquais l'intérêt général, c'est ça qui te stimule. C'est aussi ta passion pour la moto qui devient de ton enfance et que tu as même transmis à ton fils qui est un champion qui est inspiré par le super motard. On l'avait déjà évoqué ensemble. Mais tu n'es pas seul. Tu as aussi des bénévoles qui vont être avec toi, des gens qui sont autour de toi dans ton association personnelle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors j'ai de la chance d'avoir monté une école sous l'égide de la Fédération UFOLEP, une école de conduite. Dans cette école-là, on y accueille des enfants de 6 ans et à plus, et des adultes, de grands enfants. Et on travaille avec eux la maniabilité, la moto tout-terrain. On les sensibilise, on profite pour les sensibiliser à la sécurité routière. On échange avec eux sur les accidents, etc. Et donc, ce qui fait que j'ai de la chance, mais vraiment beaucoup de chance, d'être accompagné de personnes qui font preuve de beaucoup d'engagement, de militantisme et qui m'aident à encadrer ces jeunes-là. Et c'est très important de mettre la lumière sur le bénévolat parce que c'est quelque chose qui se perd actuellement avec un niveau de vie, bien sûr, qui est ce qu'il est. On fait de moins en moins de choses avec du temps gratuit. Là, c'est vraiment des passionnés qui vont être à tes côtés, qui vont aller dans ce sens. Surtout que cette année, quand on regarde les chiffres, eh bien, on peut être mesuré entre la critique et puis aussi l'enjaillement. Parce que je vais vous donner un petit peu ce que j'ai là comme données entre 2022 et 2023 pour les 2RM. Eh bien, on voit que le nombre d'accidents mortels a baissé. On se rapproche, alors qu'on était champion toute catégorie de la catastrophe d'accidentalité en Martinique, champion devant les autres territoires d'outre-mer, champion devant l'Hexagone. Eh bien, cette année, pouf, on voit les chiffres baisser. Comment tu expliques ça? Est-ce que tu as d'ailleurs une explication? Alors, déjà, on ne peut pas se contenter de dire que c'est mieux. Alors, effectivement, il y a eu une amélioration, mais je dis toujours qu'un mort, c'est un mort de trop. Et il n'y a pas que les morts. Malheureusement, on a déploré beaucoup de blessés. Et souvent, c'est des gens, quand on est à moto, on n'a aucune carrosserie, c'est des gens qui terminent en paraplégique ou tétraplégique. Et c'est dramatique pour les familles. Donc, nous avons... tu parlais des associations. Je pense que l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, associations, services de l'État, etc., on a fait un énorme travail, beaucoup de prévention, et ce qui fait que régulièrement, nous avons en moyenne, au niveau de notre délégation, au moins 3 actions de sécurité routière qui sont menées. Donc ces actions-là sont menées aussi bien chez les petits que dans les entreprises, chez les... C'est ce qu'on disait. Voilà. Donc, alors, pour revenir à ces chiffres, pour que ça vous parle, au niveau de 2022, la part des tués au niveau de RM, c'était de 60%. On est tombé à 27% de ces chiffres. Les accidents, 38%, les 2RM en 2022, toujours 39%, mais ils sont moins mortels, ok. Les blessés, 26% en 2022. Là, il y en a un petit peu plus, 31%. Alors, ce chiffre, on peut s'en réjouir, puisque c'est une amélioration. Néanmoins, c'est sur une année, donc des chiffres, il faut toujours voir sur un programme pluriannuel, parce que ça peut être aussi de la chance. À côté de ça, en 2023, on peut déplorer un certain nombre de tués piétons. Alors là, ça a totalement explosé. Si on étudie aussi ces chiffres, on s'aperçoit que des fois, c'est la faute à pas de chance. Il n'y a pas une tendance à un moment de mise à risque. Ça s'explique. Il y a des scénarios qui sont suivis par les forces de l'ordre. Est-ce que lorsque tu fais ces actions de sensibilisation, tu es amené à avoir un discours transversal? C'est-à-dire que là, on parle de 2RM, mais on est tour à tour usager de la route en tant que piéton, en tant que véhicule, mais aussi en tant que conducteur d'un 2RM. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est tour à tour. On peut être piéton. Je suis piéton, je suis conducteur de voiture, passager et donc motard également. Donc, à plusieurs titres, on est usager de la route et donc on est fortement impliqué à différents niveaux. Donc quand j'interviens en tant que Monsieur Moto, mais
j'incite les gens à bien comprendre que je pose régulièrement une question aux jeunes en leur demandant, un élève par exemple qui est en primaire, la question piège c'est de leur demander est-ce qu'ils se considèrent comme des usagers de la route. La plupart me répondent ah non, on n'est pas usagers de la route. Je dis ah bon, quand maman t'emmène à l'école, quand papa t'emmène à l'école, t'es quoi? Ils réfléchissent et je leur dis tu es un usager de la route, tu es piéton, tu es passager d'un véhicule, tu es passager d'un bus, etc. Donc à ce titre, nous avons tous le devoir et l'obligation et le pouvoir surtout d'intervenir à différents niveaux pour empêcher que se commette un drame. Alors, peut-être que la question qu'on pourrait poser aussi, c'est de savoir, parce que là on a vu les chiffres qui sont plutôt intéressants, à la baisse en plus, donc c'est plutôt agréable, jusqu'à quand on t'a invité, on n'en était pas là, il y a quelques temps. Est-ce que toi, au fur et à mesure de ton travail, est-ce que tu vois la différence de comportement chez les jeunes ou les moins jeunes? Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution par rapport à il y a quelques années en arrière, par exemple, si on se projette 10 ans en arrière? Est-ce que tu vois une différence? Alors, c'est compliqué. On a un public qui est difficile. Souvent, on me demande c'est quoi un motard? Alors, évidemment, un motard n'est pas celui que vous allez voir sur la route en train de cabrer, en short, en tongs, etc. Le vrai motard, vous allez le reconnaître tout de suite parce qu'il a ses équipements, il a son casque, il a son blouson, etc. Et on remarque que d'ailleurs, de plus en plus, on le voit maintenant faire un signe de remerciement avec le pied, ce qui ne se faisait pas en Martinique. Voilà. Maintenant, de plus en plus, on voit les vrais motards le faire. Donc, très agréable quand ça arrive. Voilà, donc on constate qu'effectivement, il y a un revirement de la situation. On a de plus en plus de vrais motards. Mais il y a quand même un noyau dur. Je les appelle les Gaulois, les irréductibles, qui continuent à se comporter de manière dangereuse. Donc ces personnes-là, on a du mal, parce que très souvent, quand on parle d'accident, quand on analyse les chiffres, on voit bien qu'il y a de l'alcool, il y a des stupéfiants. Exactement. Manque d'assurance. Voilà. Donc, il n'y a pas de permis. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas suivi la formation et qui n'a pas le permis, par exemple, on ne peut pas lui demander de respecter des règles qu'il ne connaît pas. Par exemple, les gens font de l'interfile, ils ne savent pas que ce n'est pas autorisé. Il y a une tolérance dessus, mais ce n'est pas autorisé. Alors, justement, Dan, je voulais te poser une autre question. À ton avis, avec le degré d'expérience que tu as et la fréquentation de terrain que tu as, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire changer les états d'esprit en Martinique et ailleurs, parce que c'est valable pour la Caraïbe en général et valable pour la métropole, par exemple, aussi. Encore une fois, on disait avant, tomber, ça soigne tout, parce qu'une fois qu'on est tombé une fois en moto, moi ça m'est arrivé, on n'oublie plus de mettre le pantalon de jean. Quand même des têtes brûlées. Il y a des têtes brûlées, ça, au niveau des études comportementales, on peut le voir, et c'est d'ailleurs ce qui va être initié, c'est comprendre les comportements des gens qui sont récidivistes très souvent, qui, soit tu vas le dire, tu vas tester, tu vas pas être repris, mais c'est ta logique de vie. C'est pareil pour autre chose, mais il y a aussi certaines personnes qui ont des accidents, même en voiture, qui vont décider de ne pas aller à l'hôpital pour justement ne pas avoir à rendre de compte auprès des autorités, pour ne pas être fichés, et qui vont recommencer. Voilà. Donc c'est ce côté tête brûlée, quelles sont les méthodes efficaces, est-ce qu'il manque de communication, qu'est-ce qui manque d'outils percutants? Alors, personnellement, je suis un optimiste, et je me dis que même si c'est devant 10 personnes, même si j'arrive à convaincre 1 ou 2 personnes, ma mission est remplie. Maintenant, on a des gens qui peuvent sortir de l'hôpital aujourd'hui, qui ont passé 15 jours dans le coma, qui sont fortement impactés. Promotionnés, on va dire. Et puis, 2 ou 3 jours après, on les revoit sur une moto en train de cabrer, etc. J'ai eu l'occasion d'aller, ça m'avait marqué, on est allé faire une intervention dans un lycée du Marin. Et il y a un jeune qui est décédé entre-temps, malheureusement, qui était tétraplégique, qui est venu témoigner d'une certaine manière. Sa mère l'avait emmené. C'était vraiment très triste à voir. Les jeunes qui étaient là ont dit qu'ils ne font pas de moto. J'étais venu, je leur faisais faire des tours à moto, baptême de moto, etc. Ils ont dit non, ils ne veulent plus. 15 minutes après, c'était oublié, ils voulaient faire des tours de moto, ils en redemandaient. Donc ça veut dire que je peux voir quelque chose là, aujourd'hui, de terrible, un accident, excusez-moi, mais je vais passer les détails. Mais vous êtes en train de dîner, donc voilà, mais on peut voir un accident terrible là.
Et puis, le lendemain, on l'oublie. Donc, résultat, moi, je pense qu'il faut travailler sur tous les leviers. La vie est quelque chose de tellement formidable et tellement important qu'il ne faut pas non plus baisser les bras et puis se dire, bon, ben, ce levier-là ne fonctionne pas avec cette population-là, avec ce public-là, mais je peux travailler sur un autre levier, toujours avec le même public. Donc, il ne faut pas se dire, non, ça ne marche pas. Yona. Alors j'ai envie d'ouvrir un Yona, petit peu les un peu ton micro. J'ai envie d'ouvrir un petit peu les pensées. La fois dernière, on débattait avec notre chroniqueur Éric Rouget sur l'utilisation, en tout cas la nécessité ou pas d'avoir le contrôle technique pour les motards. Quelle est votre position dessus? Sujet grave, 15 avril 2024. Ça dépend si on parle à Monsieur Moto ou voilà. Le passionné ou Monsieur Moto. Je ne vais pas contester une mesure... La raison ou la passion? Non, la passion fait que je vais vous dire qu'effectivement, un vrai motard, sa moto, il en prend soin. J'ai presque envie de dire mieux que sa femme. Bon, je sais que je vais... on va l'oublier. On le chasse de notre esprit, ce mot. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, je ne suis pas autorisé à commenter cette mesure-là, mais il faut les vrais motards s'occupent de leur moto, n'ont pas besoin d'un contrôle technique pour le réparer, entretenir leur moto, quoi. En tout cas, ce que j'entends dans l'échange, c'est que vous êtes pour la transmission des valeurs, donc de protection. Et vous parliez effectivement de votre école. On vous trouve où? Elle se situe où? Alors, nous sommes juste à côté, sans faire de publicité, nous sommes juste à côté de Gamper, à Petit Manoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que je prends toujours l'exemple, une fondation qui est penchée, il est difficile de redresser. Un adulte qui a déjà des dérives, compliqué de le faire revenir à la raison. Compliqué, pas impossible. Maintenant, je préfère travailler avec les jeunes parce que si on les forme, si on les éduque correctement, je pense qu'ils auront un comportement plus responsable que certains des aînés. Donc notre école se trouve juste à côté de Gamper, mis à disposition par la ville du Lamentin. Et on fonctionne quasiment tous les jours. Alors on travaille aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Voilà. Alors, moi je redis encore une fois, je repose la même question éternelle. Où sont passées les grandes campagnes de communication, d'affichage à la télévision, etc., où on sensibilise une certaine population qui est peut-être pas touchée par, les opérations que vous faites, et elles sont nombreuses, Daniel. Mais est-ce que ça manque pas finalement en Martinique, ces grandes campagnes de communication sur ces sujets primordiaux? Je pose la question aussi à Éléonore. Alors, est-ce que c'est une question de budget? C'est une question de stratégie? Vous avez préféré faire autre chose que de la communication globale? Disons qu'on a essayé moi, j'ai été élevé comme ça, en fait. Ouais. J'ai été élevé par des affiches, par des spots publicitaires qui disaient que l'alcool était dangereux, qu'il fallait pas fumer, qu'il fallait faire attention aux voitures, les accidents, la ceinture de sécurité, enfin voilà, tout ça. Moi, c'est la télé, la radio qui m'a élevé. Pour le coup, il y en a, mais il y a une habitude qui se fait, et ça, c'est prouvé. Il y en a 6 ou 7 qui tournent à différentes périodes stratégiques de l'année. Donc, c'est-à-dire, en plus, on est une île festive, donc on sait que Carnaval, Noël, Toussaint, à chaque fois c'est un rendez-vous où on va partager, et il va y avoir de l'alcool, et là je parle de RM ainsi que automobile. Donc il y a aussi une habitude qui se fait. Ensuite, et je pense que c'est plutôt une question d'adaptation au nouveau format de communication. Voilà. Donc là on sait aussi que les formats télé ont changé, les campagnes de pub ne sont plus les mêmes. On est plus pour sensibiliser les jeunes à avoir des spots très courts qui soient adaptés à des réseaux sociaux que les jeunes peuvent regarder. Je pense à TikTok, Instagram, et c'est réalisé actuellement. Il y en a, oui. Il y en a. Eh bien, si vous êtes d'accord, donc on remercie Daniel Montpellat pour cette intervention. On peut l'applaudir bien fort. Merci à lui. Une intervention pas évidente, hein. Donc vous étiez ce soir à l'Arobase, le restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza avec les experts automoto de la bande AJM. Mesdames et messieurs, dorénavant, vous le savez, tous les 15 jours, vous pouvez le mardi soir à l'Arobase dîner avec Orlane, la diva du zouk. On peut l'applaudir bien fort. Elle revient la semaine prochaine. Éléonore Théodose, Andrea Tufano, Vanille Lemouliet qui va revenir.
Yona Namrit, Jimmy Tomer, Éric Rouget, qui reviendra aussi nous voir le mois prochain. Eh bien, merci donc. Alors, je rappelle quand même une chose, c'est que cette émission est produite par gtmac.fr. Elle est diffusée tous les vendredis soirs à 19h, vous le savez maintenant, sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur gtmac.fr. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy Martinique, merci à Joe Magazine. Enfin, merci à toute l'équipe de l'Arrobase de proposer ce dîner-spectacle tous les 15 jours avec la bande AJM. Merci à Guy Vadleux, qui est toujours avec nous. Merci à lui, auteur, compositeur, interprète et qui représente officiellement, on peut le dire, la musique de pays, bien sûr. C'était super de faire danser les gens. C'est clair. Et merci pour son titre qu'il a interprété tout à l'heure. Il a même fait danser notre public. Donc vous voyez que ça vaut le coup de venir avec son titre. Donc La vie a changé. Merci à la diva du zouk, notre diva du zouk Orlan, qui revient dans un instant. Merci donc à Jean-Yann Litardier de Mekabam. Merci donc à Daniel Montpelat, chargé de mission de roues motorisées, Monsieur Moto, donc pour le département de Martinique. Merci à notre public de l'Arrobase, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à eux, ils sont venus dîner et venus nous voir. Et dès lundi matin, retrouvez Apolline de Malherbe pour la matinale de RMC et le super Moscato Show dans la foulée avec Vincent Moscato. Non, parce que bon, c'est une histoire entre Vincent et Éléonore. Et retrouvez-moi entre les deux dans l'instant auto, du lundi au vendredi. Donc c'est dans la matinale d'Apolline de Malherbe et avant le Moscato Show, c'est-à-dire à 7h05 et 8h05 du lundi au vendredi sur Maxi Martinique, dans donc l'instant auto. Venez dîner le mardi 5 décembre avec les experts auto. Vous savez comment réserver. À très vite, à bientôt. Merci.